31 janvier 1995, Seven sort sur les écrans. Voilà une journée qui fera date à Hollywood. Manifestement, le public veut de l'horreur, de l'épouvante, du gore, et bien, se dit-il, il va en avoir pour son argent. Horrible, écœurant, terrifiant, les journaux n'ont pas assez d'adjectifs pour qualifier ce long métrage. En France, les cahiers du cinéma assènent. Un film glauque, nihiliste et déprimant. Quelques journalistes viennent même à parler de torture porn, de manière à souligner l'attrait qu'exerce le gore tout au long du film. Avec une telle polémique, pas besoin de publicité. Les spectateurs se pressent en salle, le succès est au rendez-vous. Plus de 300 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de production de 30 millions. Pourtant, il s'en est fallu de peu, un peu plus, et cette œuvre n'aurait jamais vu le jour. 1993, David Fincher est chez lui. Encore un peste-t-il contre les dizaines de scénarios qu'il reçoit chaque mois. Cela fait 1 an qu'il n'en a pas touché, et cela pour une raison très simple. Sa dernière et première expérience en tant que réalisateur l'a profondément déçu. Hollywood, il ne veut plus en entendre parler. D'ailleurs, il dira « Je pensais qu'il était mieux de mourir d'un cancer du côlon que de faire un autre film. » L'œuvre fondatrice de sa rancœur, Alien 3. Alors jeune réal de clips vidéo, il avait été contacté pour diriger le nouvel opus de cette saga iconique. D'abord très heureux, il avait vite déchanté. Considéré comme un simple publicitaire, sur le tournage, personne ne le prit au sérieux. Plus tard, il ajoutera « C'était le baptême du feu. J'étais naïf. J'ai toujours eu la conception que tout le monde voulait réaliser un film aussi bon que possible, ce qui est stupide. Les producteurs n'en avaient rien à battre. Je disais « Faites-moi confiance, je crois en ce qu'on fait. » Et ils se tournèrent vers moi en répondant « Très bien, mais tu es qui, bordel? Ça intéresse qui tes convictions ?» Bref, je n'ai pas vécu une expérience difficile sur Alien 3. J'ai vécu une expérience horrible. Enfin, revenu à ses esprits, il ouvre un scénario nommé Seven. Sans grand enthousiasme, pensant trouver un remake de L'Arme Fatale, il commence la lecture. La suite, c'est lui-même qui la raconte lors du BAFTA de 2014. J'ai lu 30 pages et je me suis dit « Oh non, une putain d'histoire de vieux flics et de jeunes flics. Oh bon Dieu !» Mais mon agent a insisté pour que je continue. Donc, je l'ai lu. Et en arrivant, avec la scène de la tête dans le carton, j'ai appelé le scénariste pour lui dire « C'est fantastique, c'est vraiment génial, parce que je pensais que c'était juste une série policière, à la con, mais c'est une réflexion sur le mal, comment il te chope, et le fait que tu ne peux pas lui échapper. » Au téléphone avec l'auteur du script, silence radio, son interlocuteur, déconcerté, lui lâche. « Mais de quoi tu parles ?» Fincher continue. Alors je lui raconte l'histoire du carton, du fait que la femme est morte depuis des heures, et qu'on ne termine pas sur une énième poursuite à la con dans les rues, avec les mecs qui essayent de sauver la fille, qui prend tranquillement son bain, pendant que le tueur s'introduit par la fenêtre. Le scénariste comprend enfin, il y a méprise. Les producteurs lui ont envoyé la mauvaise version du script. La première pour être précis. En effet, trouvant la fin trop pessimiste, pas suffisamment vendable auprès du grand public, les directeurs l'ont alors modifié. La jeune femme est sauvée et le méchant est puni. Le bien triomphe du mal. Happy end, fin. Naturellement, le réalisateur est déçu. Et Josh m'a dit « Mince, ils t'ont envoyé la mauvaise version du script. » Alors, il m'a envoyé la dernière version. Et dedans, il y a un mec qui court dans les rues. Et il y a un tueur qui s'introduit discrètement par une fenêtre. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire ça. On a alors rencontré Mike DeLuca, qui était le boss de New Line, et je lui ai dit que je ne voulais pas réaliser la 13e version du script, je voulais la première. Ce prélude est indispensable pour comprendre la démarche de Fincher. Il veut certes réaliser sa version du film, mais également déconstruire l'autre film, L'Arme Fatale. En effet, si ce projet intéresse autant les producteurs, c'est bien car le scénario récupère une trame similaire. Un vieux flic, proche de la retraite, obligé de travailler en tandem avec un jeune chien fou. Une recette qui a fait ses preuves au box-office. Pour le réal de Fight Club, il est hors de question de faire un énième buddy movie. Son œuvre sera pessimiste ou ne sera point. Bien sûr, les producteurs ne sont pas emballés. Toutefois, un nouvel homme intervient, l'acteur principal, Brad Pitt, la star montante de l'époque. Souhaitant en finir avec ses personnages de jeunes premiers hyper glamour, ce projet ultra glauque l'intéresse. D'ailleurs, il le reconnaîtra, sans Seven, il aurait abandonné sa carrière depuis longtemps. Allant dans le sens de Fincher, il menace de se retirer du projet si le script initial est modifié. La direction capitule, la première version du scénario est retenue. L'idée du réalisateur de Fight Club est de s'inspirer directement du film Blade Runner, qui se déroulait dans un Los Angeles futuriste, pluvieux, crépusculaire, perpétuellement couvert de smog. De manière générale, la ville doit avoir presque des aspects surnaturels. C'est pour cela qu'il fait appeler le chef opérateur français Darius Khondji.
Ce dernier s'est fait une réputation par son travail sur des publicités de parfums. Et en effet, Fincher cherche précisément cette expérience de, ouvrez les guillemets, un publicitaire pour parfum léché. Toutefois, il s'agit de sortir le français de son univers feutré pour le confronter à l'abominable. Son utilisation des contrastes doit permettre un film noir et blanc mais en couleur, un univers de perpétuelle obscurité mais dans lequel on puisse clairement distinguer le moindre détail, toutes les textures menaçantes et sointantes des décors. David Fincher dira « Nous avons tout noirci à l'extrême. J'avais vécu un tournage odieux et ingrate avec Alien, en essayant de filmer les ténèbres de façon réaliste, pour rendre l'impression d'obscurité insondable. C'est une chose très difficile à filmer. Comment rendre le noir noir ? Je voulais que le blouson de Brad Pitt soit aussi noir à l'écran que le velours noir de la salle autour de l'écran. » Pour ce résultat, Darius Khondji va proposer une technique qu'il a déjà employée sur les films de Jean-Pierre Jeunet, le bleach bypass qui atténue les couleurs mais augmente les contrastes et les grains. Comme il le dira, « Avec ce procédé, tout n'est pas visible. Il ne capte pas bien toutes les couleurs, et donc vous devez travailler étroitement avec le chef décorateur. Si vous le faites, vous obtenez la qualité du noir et blanc en termes de contraste et de netteté. Ça magnifie les acteurs, ça les rend plus grands que nature. Vous avez l'impression que tout devient palpable. » Mais surtout, l'objectif principal est de rendre l'espace urbain plus inquiétant encore. Il ne faut pas l'oublier, le personnage principal du film, ce n'est pas Morgan Freeman, ni Brad Pitt, c'est bien la cité elle-même. Déjà, dès la rédaction du scénario, la mégalopole présente des aspects proprement dantesques. Et pour cause, à l'instar d'un Travis Bickle dans Taxi Driver, le scénariste, André Kevin Walker, s'inspire de ses 3 années de galère à New York, où il a été témoin de la violence ordinaire, de la méchanceté des uns et de la lâcheté des autres. Comme il le dira, « Je n'ai pas aimé mon passage à New York, mais c'est vrai que si je n'y avais pas vécu, je n'aurais probablement pas écrit Seven. » En somme, ce projet se distingue radicalement des polars hollywoodiens de l'époque. Car oui, depuis les années 80, le film noir s'est en quelque sorte modernisé. Les univers froids et lugubres ont évolué vers des espaces ensoleillés, et la ville ne fait plus peur. Que ce soit avec le long métrage Scarface ou alors L'Arme Fatale, les thrillers se sont recouverts d'un soleil proprement californien. Le réalisateur David Fincher, à sa façon, impulse une contre-révolution. Avec Seven, il veut revenir à ces centres urbains frappés par des déluges de pluie. En fait, il veut revenir aux origines du film noir. Œuvre typique des années 40, ce genre a souvent été caricaturé. Détective privé, femme fatale, tueur psychopathe, une exploitation de série B en quelque sorte. Et pourtant, au-delà de ce côté clinquant, ce registre s'est donné une noble mission, mettre en image nos propres angoisses urbaines. Car oui, dans les faits, le film noir prend son origine dans la naissance des mégalopoles du début du XXe siècle, lors de la révolution industrielle. Ces immenses espaces anonymes, en perpétuel accroissement, où s'entassent les naufragés venus des campagnes, concentrent alors toutes les peurs de l'époque. Par son atmosphère ténébreuse, le genre transforme la banalité de nos rues en une imagerie effrayante, mettant encore plus en avant la cruauté ordinaire. De fait, Seven s'inscrit totalement dans cette lignée. Mieux, il réalise une forme de synthèse entre le long métrage policier et le cinéma d'horreur. Si l'épouvante à proprement parler s'intéressait à des monstres cauchemardesques, dans ce thriller, le monstre est beaucoup plus banal. Il s'agit de nos villes froides et ennuyeuses qui prennent ici l'aspect d'un opéra apocalyptique. Voilà l'essence à laquelle le réalisateur David Fincher tente de revenir, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux du film noir, l'existence des métropoles en tant que manifestation des angoisses des personnages. Car oui, Seven se concentre sur cette banalité du mal, un mal omniprésent, un mal que nous ne devons maintenant d'analyser. L'histoire se déroule dans une ville qui n'existe pas, qui n'a pas de nom, une grande mégalopole anonyme comme tant d'autres. Avec sa pluie incessante, ses rues sombres et grisâtres, sa lumière froide, ses bâtiments vieillis, tout nous indique que nous mettons les pieds dans une Babylone contemporaine. Et oui, cette cité constitue les limbes, cette zone des abîmes où sont envoyés les impies, qui n'ont pas encore commis de péché, écrasés par la perspective des immeubles comme des insectes. Le directeur de la photographie Darius Khondji affirmera « L'idée était de créer, quelque part au sein d'une grande cité américaine, une sensation de délabrement et de déclin, le sentiment que quelque chose est à l'œuvre, la société en train de s'effondrer. Donc, visuellement, il fallait que cet univers reflète cette décrépitude, une corrosion visuelle qui reflète le déclin moral et social qui entoure les personnages pour en faire un film noir moderne. » Le chef décorateur sur le projet ajoutera « Il fallait donner à une ville américaine tous les symptômes du délabrement et de la décadence d'une société en train de se disloquer. Ces signes évidents de décomposition, de déchéance morale et sociale devaient entourer les personnages de ce film noir moderne. Nous avons voulu faire planer sur un univers banal et quotidien une impression de menace et de désastre imminent, rendre le moindre objet agressif. » C'est dans cet antre de la folie qu'évolue le personnage principal, Somerset. Un inspecteur de police, certes lettré, mesuré, posé, mais surtout totalement dépité. Il le sait, il ne peut rien faire face au mal qui gangrène cette nouvelle Babylone.
Et puis, à une semaine de la retraite, jamais il n'a été aussi proche de quitter cet univers étouffant. Dans les faits, cette cité du vice reflète ses propres enjeux moraux. Lorsqu'il monte dans un taxi en pleine nuit, il voit des gens se battre dans des rues bondées. C'est déjà trop tard. Il sait que cet endroit est maudit. Il n'y aura pas de rédemption. Épuisé, seul dans son lit, il enclenche un métronome, geste que l'on devine rituel pour l'aider à dormir. Les hurlements, les images de violence, tout lui revient d'un coup. Et pourtant, tapi dans l'ombre, un ange vengeur compte bien purger cette cité de ses péchés. Le générique démarre alors, 128 secondes de malaise à l'état brut, à 2 doigts du court-métrage expérimental. On rentre ainsi dans l'esprit du tueur, on explore sa pensée, sa façon d'opérer. On le comprend dès le départ, l'antagoniste tire les ficelles, écrit l'histoire. Il prend à ce moment-là le contrôle du film. En imposant sa présence dans les cauchemars de Somerset, la finalité de son plan machiavélique est déjà lancée. Comme le dira Brad Pitt, Il fallait montrer que le mal rôde. le scénario va alors s'approcher de la divine comédie de Dante, où l'enfer est constitué de 9 cercles, liés aux 7 péchés capitaux. La gourmandise, la paresse, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la jalousie, la colère. Chaque meurtre commis par la même personne est planifié selon ces derniers. Forcément, pour mieux coller à cette logique, le long métrage se déroule sur 7 jours. Fincher le dit lui-même. Je voulais qu'à chaque meurtre, le spectateur ait l'impression de franchir un nouveau cercle de l'enfer. D'ailleurs, dès le premier crime, celui de la gourmandise, le ton est donné. Il y a quelque chose d'olfactif dans cette prise. Les murs qui suintent, les sauts de vomi, les traces de bolognaise dans l'assiette, les cafards qui se baladent, un tableau volontairement répugnant. Dans les commentaires audio du DVD, Brad Pitt insistera sur le caractère écœurant de cette scène. Il y a l'acteur du cadavre qui a passé 10 heures en maquillage et il sort de sa loge pour aller sur le plateau. Il ressemble à un mort. Il a ses lentilles de contact et il est pâle. Il a toutes ses veines qui ressortent. Il va s'asseoir et met un tuba pour respirer dans son plat de spaghettis. Il est assis là et il fait aussi sombre sur le plateau que sur l'image. Il y a des sacs poubelles sur le côté du plateau, de la vaseline pour empêcher les cafards de se barrer. Les murs sont aspergés d'une sauce tomate qui a pourri au fil des jours de tournage. C'est vraiment débectant. Bref, le décor est prêt, ça pue. Cette scène fait office de crash test. Le spectateur peut soit quitter la salle, ou alors s'enfoncer dans les limbes de l'esprit du tueur. En somme, le voilà prévenu. Le deuxième crime, celui de l'avarice, sert quant à lui de prise de conscience pour Somerset. L'assassin parvient à incarner par ses crimes la dégénérescence de cette ville. Cependant, ce n'est pas une traque, mais une descente en enfer. Le tueur reste énigmatique, insaisissable, presque fantomatique. D'ailleurs, son identité est entourée de mystères. John Doe, tel est son nom, une personne non identifiée dans le monde anglophone, un peu comme Monsieur X en français. C'est le mal anonyme, non repérable, qui est aussi bien le pur produit de la dégénérescence de cette cité que la faucheuse venue la purifier de ses péchés. Contre une telle engeance, il n'y a rien à faire. Le mal implacable continue sa marche inexorable. Et les crimes suivants, celui de la paresse, de la luxure et l'orgueil, ne peuvent être empêchés. À l'opposé du film policier traditionnel, les protagonistes ne semblent pas acteurs des événements, au mieux de simples spectateurs. Rien ne peut empêcher les actes du criminel, rien ne peut empêcher son plan. Le film n'est pas encore terminé, que déjà tout est dit, l'enfer triomphe toujours. Et pourtant, dans ce monde de ténèbres, une rencontre va avoir lieu, une amitié va se créer. Enfin, 2 hommes vont entrer en symbiose. Pourtant, au départ, la relation entre l'agent Somerset et Mills ne commence pas sous les meilleurs auspices. Les 2 personnages sont aux antipodes. L'un termine sa carrière, l'autre la commence. Mills vient de la campagne et va vers la ville. Somerset vient de la ville et veut aller vers la campagne. L'un est réfléchi et lettré, l'autre est impulsif et inculte. Mills se bouge partout ne semblant pas à sa place dans cette ville, l'autre est immobile, bien dans ses bottes, comme incrusté dans le paysage. À vrai dire, le vieux crocodile ne comprend pas ce jeune chien fou qui veut absolument plonger dans la noirceur de cette cité infernale. Dans une certaine mesure, son antipathie initiale est un avertissement envoyé à son collègue. Fous le camp avant qu'il ne soit trop tard. Toutefois, progressivement, il perçoit en Mills un trait de caractère qu'il a définitivement perdu. Il est idéaliste et déterminé à rendre justice. De la sorte, il se pose en opposition à la lâcheté ambiante de cette métropole. Dès lors, les 2 hommes vont véritablement faire équipe et presque fusionner. Toutefois, ce qui va véritablement sceller leur amitié, c'est la femme de ce dernier, car Tracy représente l'antithèse de cette ville. C'est une jeune enseignante de la campagne, proche de ses voisins, habituée à vivre en communauté. D'une naïveté naturelle, elle fait tâche dans cet espace où règne la cruauté et le cynisme. Somerset ne peut être qu'attendri. À vrai dire, ce jeune couple lui rappelle une opportunité manquée.
celle de fonder une famille certes, mais aussi de quitter cette cité du vice. À partir de ce moment-là, il va prendre en affection son jeune collègue. D'ailleurs, au cours de l'affaire, l'espace évolue, soulignant le rapprochement entre les deux personnages. En effet, les chapitres du film démarrent sur un enfer architectural, pour, peu à peu, intégrer des éléments d'humanité et de perspective, soulignant la timide ouverture spirituelle des deux protagonistes au fil de leur enquête. Par exemple, quand Mills se confie à son collègue qu'il a déjà dû tuer quelqu'un lors de son service, enfin, un rayon de soleil apparaît dans le cadre. Toutefois, ces quelques oasis d'humanité ne doivent pas faire oublier la dynamique inexorable du mal, le triomphe total de John Doe. Encore une fois, tranchant avec les films policiers classiques, ce ne sont pas les protagonistes qui arrêtent le criminel, non, c'est ce dernier qui se rend lui-même à la police. Finalement, les héros ne servent à rien, de simples figurants, rien de plus. De toute façon, tout le dernier acte du film est une manipulation orchestrée par l'antagoniste. Quand il arrive au commissariat, il a déjà gagné. Le marché qu'il impose à la police n'a aucune valeur, les promesses qu'il fait ne sont que des leurs, lui permettant d'avancer inexorablement ses derniers pions. Il a un temps d'avance sur tout le monde. Respectant les fondements religieux de l'intrigue, ce n'est que le dimanche, jour du Seigneur, que les protagonistes vont pouvoir échapper à l'enfer de la ville pour atteindre le purgatoire désertique, où leurs âmes seront finalement mises à l'épreuve. Le décor où doit être trouvé le dernier corps est déjà annonciateur. Les pylônes électriques forment un maillage, une toile d'araignée géante, dans laquelle les inspecteurs vont se jeter. Et puis arrive le twist final. Dès l'arrivée de la boîte, on comprend que cette dernière péripétie repose entièrement sur une énième machination de John Doe. Bien que le contenu ne soit jamais montré, on tilte instinctivement. Le regard perdu de Somerset en dit long. Quelque chose d'horrible vient de se produire. Il n'y a plus aucun espoir d'obtenir une fin heureuse passé ce point. Si on avait un doute dorénavant, c'est clair, John Doe domine le récit. D'ailleurs, la mise en scène souligne cette domination. Depuis les hélicoptères, les plans sont tremblants, restituant la panique et la confusion chez les policiers. Alors que l'antagoniste est filmé en plan fixe. Et en effet, il reste calme car il sait qu'il détient toutes les cartes. Il sait comment tout cela va finir. Il est en plein contrôle sur les éléments. Il écrase toute la séquence de sa présence. Certes, il est entravé par des fers, menacé d'une arme à feu, mais c'est bien lui qui tire les ficelles. Il a réalisé le 6e péché en tuant Tracy, celui de l'envie, et il s'apprête à réaliser le dernier, celui de la colère. Avec son exécution, son plan est définitivement achevé. In fine, à travers cet acte, il accède à une forme d'immortalité. C'est l'acte de contrôle ultime sur le grand échiquier qu'est Seven. Échec et mat, plus personne ne peut lui voler la victoire. Ainsi, il devient aussi bien le Christ sacrifié sur la croix qu'un Dieu vengeur punissant les impies. Bien sûr, Seven n'est pas un film à thèse, c'est-à-dire une œuvre visant à transmettre un message politique ou philosophique particulier. Non, cela reste un thriller efficace, dont la minutie est avant tout portée sur l'intrigue et l'esthétique générale du long-métrage. Pourtant, on ne peut faire l'économie d'une analyse plus approfondie, car la réflexion sur laquelle repose le film est celle de la question du mal. Choix à première vue risqué, car dans des sociétés largement déchristianisées, cette notion n'est plus aussi évidente pour les spectateurs. D'ailleurs, dans les années 90, les films d'horreur eux-mêmes prennent l'apparence de slasher ne souhaitant pas se prendre au sérieux. En pleine nuit, un tueur masqué s'en prend à un groupe de jeunes, les tue méthodiquement un par un. Les derniers survivants parviennent à s'en sortir, une fin connue par avance qui fait presque sourire. De la sorte, Fincher relève un défi, recréer une métaphysique du mal, une métaphysique presque multiforme. La première de ces formes, c'est notre propre fascination du gore. Le réalisateur expliquera le succès de ce film en abondant dans ce sens. Le fait que Seven a rapporté autant d'argent fut un choc aussi grand pour moi que pour les personnes qui ont payé pour le voir. Je pense que les gens sont des pervers. Je défends cette idée. C'est le fondement même de ma carrière. Et si le film parvient autant à nous choquer, c'est parce que le moindre élément transpire le désespoir et la perversion. Plus que les crimes eux-mêmes, c'est l'idée qu'il y a derrière, la raison, le processus et la méthode qui révulsent et nous attirent. Darius Khondji ajoutera. La force de séduction de l'image est un point intéressant. Elle est liée au problème esthétique de Seven. Elle doit rendre le péché séduisant. Ces images esthétiques nous attirent. Dans une certaine mesure, Fincher cherche par une imagerie ultra macabre à réveiller le désir du spectateur métropolitain, largement assommé par la violence et la solitude qui l'entourent. Au final, seul l'ignoble est encore en mesure de lui procurer un petit frisson. La deuxième représentation du mal, vous l'aurez compris, c'est la ville elle-même. D'ailleurs, nous n'avons aucune indication précise sur le lieu où se déroule l'histoire. Los Angeles, New York, Boston, Gotham City, c'est une grande métropole mondialisée, point barre. Et comme toutes ces grandes métropoles, elle se caractérise par une violence omniprésente. Une violence si banale que tout le monde s'y est accoutumé. Car oui, l'autre mal qui pourrit cette cité du vice, c'est bien l'apathie. Les crimes se font sans choquer personne. Tout le monde semble accepter l'horreur, aussi bien les flics, les malfrats que les passants. Quand Mills s'en prend à l'immoralité d'un gérant de sexodrome, ce dernier résigné lui répond Do you like what you do for a living? These things you see? No.
No, I don't. But that's life, isn't it? On l'aura compris, tout l'art de Seven est alors de transformer notre quotidien morne de citadin en de l'imagerie biblique. Et ainsi, à l'instar de Somerset, ce vieux flic blasé, à nous amener au point suivant, nous confronter à notre propre apathie et à notre attirance secrète pour le mal. Au final, les détectives Mills et Somerset ne sont pas les seuls à être mis à l'épreuve dans le désert. À travers cette odyssée dantesque, les spectateurs sont aussi tentés par le diable. Eux aussi veulent découvrir la prochaine scène de crime. Eux aussi veulent connaître le dernier acte machiavélique du plan du criminel. Eux aussi veulent voir de leurs propres yeux le triomphe du mal. Seront-ils alors capables d'être l'égal du Christ et refuser cette énième tentation? On peut malheureusement en douter.